de vous saluer, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette autre livraison de semaine 24 pendant 52 minutes. On va revisiter l'actualité de la semaine qui aura été meublée par la visite du numéro 2 du Vatican. On va simplement dire sur ce plateau, ce vendredi, nous aurons notre expert qui consulte pour nous et certainement apporte une plus-value dans ce qui est du traitement des informations. Et bien sûr, comme promis, nous avons tout simplement le docteur Albert Zé, chercheur en santé et développement, sacré meilleur chercheur africain 2019. Il maîtrise les systèmes sanitaires et ce, globalement. Mesdames et messieurs, asseyez-vous donc confortablement. Semaine 24 démarre. Nous revenons dans quelques instants. C'est parti. Merci, chers téléspectateurs, de la confiance que vous apportez à Canal 24. Alors, je le disais tantôt il y a quelques instants, la visite du numéro 2 du Vatican a tout simplement fait la une de tous les journaux. Je pense que nous allons en parler, tout comme nous allons présenter la deuxième édition de la lutte contre les maladies négligées. Nous allons tout simplement aussi voir qu'est-ce qui a le plus qu'a apporté la remise des prix, on va pas dire prix, la remise des kits anti-Covid aux hommes des médias, c'était il y a quelques jours, et bien sûr l'élimination des lions indomptables au Chan. Pour en parler, nous recevons donc notre consultante comme le docteur Albert Zé. On va d'abord commencer par Paul Fils Elundou qui nous fait encore l'honneur ce vendredi. Bonjour Paul Fils. Bonjour, le plaisir et l'honneur d'être là aujourd'hui sur le même plateau avec un jeune que j'appelle affectionnément Tara, pas parce que je le tutoie, mais pour le respect que j'ai pour cette solitaire en parlant de recherche pour la santé. Moi, vous savez, la santé est quelque chose de primordial pour une population. Si on veut atteindre l'émergence, il faut avoir une population en bonne santé. Je voudrais donc lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour le Cameroun solennellement et lui dire que vous êtes un modèle. Pour la première fois, je vais vous voyer, chers amis. Vous êtes un modèle pour les jeunes. Je suis ravi de partager le même plateau avec vous. Et je dis aussi que de nombreux téléspectateurs ou bien internautes nous écoutent parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Et moi, je suis celui qui suit le prophète. Voilà. Alors, globalement, vous avez déjà tout fait. On va simplement, d'entrée de jeu, présenter le docteur Albert Zé. Alors, docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les antennes de Canal 24. Ça faisait quand même depuis votre dernier passage. Oui, ça fait beaucoup de temps. Mon dernier passage ici, c'était juste avant que je n'aille en Côte d'Ivoire en 2019 pour aller chercher le prix qui m'a élevé au rang de meilleur chercheur africain en économie de la santé. Donc, ça fait pratiquement, on peut dire, 1 an et beaucoup de mois. Bien. Alors, meilleur chercheur 2019, et après quoi? Je dirais que, premièrement, l'histoire voudrait que je restitue en quelque sorte comment je suis arrivé là. Ce titre de meilleur chercheur, ce prix en quelque sorte, est justement le couronnement de 10 ans de travaux, de publications, et pas seulement de simples publications comme on a souvent l'habitude de le voir au niveau académique. Ce sont des publications qui visent directement à résoudre un problème dans la société, un problème sur la santé des populations. Donc, c'est grâce donc à tout ce panel de travaux que j'ai présenté non seulement au Cameroun mais également dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne que je me suis vu être consacré donc meilleur chercheur en économie de la santé en 2019. Et maintenant, ce titre, comme je le disais lorsque j'allais justement à Abidjan, est je dirais un lourd fardeau parce qu'en quelque sorte il faudrait se maintenir à ce niveau. C'est ce qui est d'ailleurs logique. Il faudrait donc redoubler d'efforts, il faudrait continuer la production, et bien évidemment que lorsque je suis rentré, j'avais déjà une sortie qui était préparée, et c'est celle qui a justement eu lieu en 2020 avec le condensé des propositions que je fais jusqu'aujourd'hui pour améliorer ou alors pour mettre à jour le système de santé camerounais. Donc
meilleur chercheur 2019. Et après, je continue la recherche et je continue à faire beaucoup de productions scientifiques. Et nous allons parler certainement de ce nouveau concept également que je suis en train de mettre sur pied. Ouais. C'est ce qui est d'ailleurs exceptionnel. Alors docteur, moi je vais vous amener sur d'autres sentiers, globalement le sentier religieux pour entamer véritablement cette actualité qui a meublé cette semaine. C'était bien sûr la visite du numéro 2 du Vatican. Celui-ci a d'ailleurs été reçu par le président de la République il y a quelques jours et certainement il a fait un tour du côté de Bamenda. Alors nous allons rester sur l'audience à lui accordée par le président de la République. C'est un reportage que signe Michel Imeli. Donc, c'est pas prêt. Docteur, je reviens directement vers vous pour vous demander, est-ce que vous pensez que la visite d'une autorité pareille en ce qui concerne le Cameroun peut apporter une plus-value, étant donné qu'il est venu pour essayer d'apporter une solution à la crise anglophone qui dure? Vous savez, le combat que je mène depuis des années me permet d'avoir un peu de recul, justement, sur les commentaires concernant ce genre de visite, parce que je pense jusqu'à présent que il faut endogéniser les solutions de nos pays. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous puissions déjà comprendre que nous sommes nous-mêmes des premiers producteurs de solutions qui peuvent nous aider, parce que ceux qui viennent d'ailleurs généralement ne vivent pas avec nous. Nous savons ce qui se passe dans notre pays. Et je pense que c'est entre nous ici, comme on le dit généralement chez les Bantous, le linge sale se lave en famille. Ouais. On peut écouter des avis de nos voisins, on peut écouter des avis de nos proches, mais la véritable solution, la solution profonde, c'est nous-mêmes en quelque sorte. Donc je crois que quand on l'a dit ainsi, il faudrait que nous puissions ne pas prendre les autres comme étant ceux-là qui vont venir opérer de la magie pour résoudre les problèmes que nous avons chez nous, mais que nous puissions les écouter, mais trouver des véritables solutions à la situation que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est ce que je peux dire de la visite, justement, de... Eh bien, pourtant, il est allé à Bamenda et certainement tout le monde s'est levé. Oui, je n'en disconviens pas. Je dis, on peut, lorsque vous avez par exemple des problèmes chez vous, vous pouvez recevoir l'avis du voisin. Mais l'avis du voisin n'est pas toujours cet avis-là qui vous permet de voir plus clair dans votre problème, parce que vous êtes le seul véritable acteur de votre situation. Vous maîtrisez bien la situation chez vous. Ils peuvent vous donner des idées, mais ces idées forcément ne sont pas les idées miracles pour pouvoir résoudre le problème. Donc, je crois qu'on peut bel et bien écouter ceux qui viennent d'ailleurs, mais également beaucoup plus écouter ceux qui ont des solutions au niveau national et au niveau local. Merci. Je vais directement me tourner vers Paul Fils sans plus tarder. La visite du numéro 2 du Vatican, quel impact? Oui, l'impact, vous le savez, c'est vrai que je suis un peu plus, je soutiens un peu plus la vision ou bien le point de vue de Dr Zé, mais je suis même un peu plus pur sur la spiritualité que représente cette visite. Il s'agit d'un ami, mais d'un ami dans notre genre, c'est la visite d'un homme de Dieu, au-delà de la casquette diplomatique, il faut le dire aujourd'hui. La visite du secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Parolin, aujourd'hui apporte un lien d'espoir. Vous le savez, l'Église catholique romaine est ancrée aujourd'hui au Cameroun, et un grand nombre de fidèles. Il vient aujourd'hui avec un message de paix pour essayer d'adoucir les tensions qui ont lieu pendant 4 ans. Vous savez, pendant 4 ans, on a des morts. Chaque jour, les
morts, les gens tombent de part et d'autre, soit des sécessionnistes qui sont des Camerounais, que ce soit des civils qui sont des Camerounais, que ce soit du côté des forces de défense qui sont des Camerounais aujourd'hui. Et il y a aussi de nombreux déplacés, il y a ceux qui ont perdu des maisons et des grandes choses aujourd'hui. Et ce message de l'homme de Dieu vient donner espoir à ceux qui avaient déjà perdu. Je pense que c'est un moyen, c'est un apaisement. Mais sur le fond, il faut le dire aujourd'hui, le problème doit se gérer entre Camerounais. Et nous disons toujours aujourd'hui, on a des gens qui veulent tirer des ficelles à partir de l'extérieur. Et vous avez toujours des gens qui veulent jouer des sapeurs-pompiers pour venir récupérer et s'accaparer de tout. Mais on dit, le président a toute la sagesse parce qu'à son âge, on n'a plus peur de prendre certaines décisions et il prend ces décisions. Et je pense que nous acceptons amicalement cette visite qui vient. Comme le dit souvent Jésus, je vous donne la paix. Et je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. C'est le message que vient avec le secrétaire d'État du Vatican qui a d'ailleurs dit une messe d'une grande averture. Et on a vu les chrétiens brader ou bien briguer le mot d'ordre de ville morte qui a été imposé par ces sécessionnistes. C'est un message, c'est un symbole fort. Donc maintenant, il faut donc aller dans le fond pour dire que le gouvernement, moi je le dis toujours, s'est plié, le chef d'État s'est plié à plusieurs mesures, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite. Mais moi je me dis souvent, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut avoir une main forte pour résoudre ce problème aujourd'hui au niveau où nous en sommes. Parce que nous avons besoin de la paix pour pouvoir se développer. Il y a eu un certain nombre de réclamations et il y a eu, parce qu'on dit quand il y a un conflit, c'est deux parties. Et ces deux parties font des concessions, et les concessions qui en arrivent à avoir une entente pour revivre, pour reprendre la vie du bon côté. Mais aujourd'hui, on a un côté qui se plie. Vous avez vu, je vais vous prendre en Éthiopie, ça c'est Eriké qui a été pris en otage par les rebelles. Le gouvernement était ferme. On a donné 2 semaines aux rebelles de se rendre. Ils ne se sont pas rendus, mais ils ont employé les moyens forts pour rétablir l'ordre aujourd'hui. Je pense qu'il va de l'État de déployer des gros moyens pour mettre en déroute ces bandits de la République. C'est ça le problème aujourd'hui. N'ayons pas peur de la solution. Nous sommes fatigués. Nous sommes sacrifiés, nous les jeunes, dans ce combat, parce que ceux qui tirent les ficelles, ce sont les jeunes qui portent les armes dans la forêt, sur la brousse, évidemment. Mais ces gens sont dans des voitures de luxe, ils sont dans les hôtels de luxe à l'étranger et financent tout aisément avec l'argent qu'ils ont volé au fisc aujourd'hui là. Mais ce sont des jeunes qui souffrent dans le fond, parce que c'est eux qui sont toujours employés, que ce soit par l'État, parce que vous voyez, il y a encore des recrutements, on va les envoyer, les généraux, les officiers sont à Yaoundé. Ils tirent les ficelles de cette guerre aujourd'hui. Puisque nous en profitons, nous sommes à la période de la fête de la jeunesse aujourd'hui, pour lancer un message fort au chef de l'État. Il faut envoyer des méthodes fortes, il faut balayer de ce côté-là et qu'on en arrive à ne plus parler parce qu'on a proposé autant de solutions aujourd'hui là. C'est ça. N'ayons pas peur. C'est vrai, nous avons besoin de ces hommes de Dieu, mais en vérité, ils vont seulement venir pour ces messages de paix qui viennent de la Bible. Mais les solutions sont devant nous. Et merci pour cette analyse. Hein. Je pense qu'on va devoir partir du côté du Palais de l'Unité pour suivre le récit de Michel Imélé. Et donc, on va prendre le cardinal du côté d'Etoudi. On revient dans quelques instants. Équilibrer en recettes et en dépenses à la somme de 4 867,2 milliards de francs CFA, le budget de l'État du Cameroun au titre de l'exercice 2021. Lancer officiellement les activités des trésoreries générales et... Les lions indomptables du Cameroun ne joueront pas la... Comment?
Arrivé au Cameroun il y a quelques jours, le secrétaire d'État au Vatican continue de toucher du doigt les réalités de l'Église catholique romaine à travers une série de descentes sur le terrain. L'une d'elles a mené le numéro 2 du Vatican au sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi, où au nom du pape François, il va, après quelques minutes de recueillement au pied de la Sainte Vierge, prier avec les pèlerins. Sainte Marie, reine de la paix, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Mémorable donc, ce 1er février 2020, une journée qui dès 6h30 a démarré par une célébration eucharistique, remplissant le calendrier ô combien saturé de ce sanctuaire, à la satisfaction de l'équipe pastorale que chapeaute le Père Recteur, sous la supervision de Monseigneur l'archevêque métropolitain. C'est un moment historique que nous venons de vivre. Le cardinal Pietro Parolini est l'envoyé spécial du pape. Et ce sanctuaire est un nouveau sanctuaire. Et il fallait une présence pareille pour sa reconnaissance et son authenticité. C'est donc un événement divin. C'est une manifestation du ciel. Sur le plan diplomatique, il n'était pas prévu qu'il vienne ici, mais la Vierge Marie a démontré qu'elle est une mère, la mère de l'Église, et qu'on ne peut rien faire sans elle. L'envoyé du pape ne peut pas visiter le Cameroun sans s'arrêter au pied de la Vierge Marie. Que dire donc des pèlerins dont l'enthousiasme était à son comble, car témoin de ce moment historique. On les sent un sentiment de joie, vous savez, c'est un honneur pour notre paroisse. Qu'une si grande personnalité vienne nous rendre visite, vraiment, c'est une très grande joie en tant que chrétienne. Un sentiment de joie, de fierté, et ça va ramener beaucoup de choses dans le Cameroun, surtout par rapport à ce qu'on traverse en ce moment. Le Cameroun est pratiquement en situation de crise et c'est un signe du ciel, c'est un envoyé du Seigneur qu'il a envoyé ici justement parce qu'il sait que après son passage, il y aura la paix dans tous les territoires du Cameroun et les choses vont aller au mieux. Malgré les difficultés à la fois sanitaires et sociales que traverse le Cameroun, le sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi tient ferme sa canne de berger, celle-là même qui amène les pèlerins dans les verts pâturages du ciel. On nous a plutôt ramené du côté de la paroisse Sainte-Marie Médiatrice d'Etoudi. C'est tout simplement un site important qui, chaque vendredi, fait d'ailleurs des messes pour des malades. On va saluer l'abbé Otuntol-Augustin. Alors, un homme pour clôturer, docteur Albert, vous voyez, le numéro 2 du Vatican est arrivé et puis il a fait des formes de descente sur le terrain pour essayer de toucher du doigt la réalité de l'Église catholique romaine. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution pour notre marche vers l'émergence si elle puisse exister un jour? Je crois que l'Église est dans son rôle et l'Église ne fait pas de la magie parce que pour ceux qui sont chrétiens, je le suis bien évidemment, il y a une recommandation forte et qui pour moi, mon encadreur un jour m'avait dit que c'est cette recommandation qui fait toute la Bible. Tu mangeras la chair de ton front. Donc, si nous ne travaillons pas, nous n'allons pas arriver à l'émergence. Même si le pape vient habiter le Cameroun. Donc, il ne faudrait pas qu'on mélange des choses. Aujourd'hui, c'est bien de recevoir des hautes personnalités comme ce cardinal, mais je dirais que l'Afrique et le Cameroun en particulier ont besoin de bosser dur, de travailler dur pour arriver à l'émergence. C'est ce qu'il nous faut. Non seulement de travailler dur, mais également, comme ils sont en train de respecter en quelque sorte l'autorité qui vient de l'Église catholique, que nos dirigeants respectent ces autorités jusqu'au fond. C'est-à-dire que en respectant également les rouages de ce christianisme qui voudrait que des gens ne puissent pas voler, ne puissent pas bloquer en quelque sorte l'évolution d'un pays au détriment justement des intérêts égoïstes. Donc je crois que
le message ici est de manière à demander davantage aux Africains de travailler dur afin que nous puissions produire justement des fruits dignes de nous amener jusqu'à l'émergence, au lieu de s'asseoir et de croire qu'il suffira d'une prière ou alors d'un claquement de doigts pour pouvoir y arriver. Pour peut-être chuter là-dessus, il faut savoir que Dieu bénit les efforts des êtres humains. Donc la prière, elle vient lorsqu'on a déjà coulé la chair. Merci. Paul Fils, pour sortir, un mot en quelques secondes, le temps de sortir. Oui. En fait, c'est vrai, j'aurais préféré même avoir un demi-mot pour ce sujet qui a déjà coulé beaucoup d'encre et de salive, vous le savez. Mais une visite d'une autorité, je le dis, on peut mettre dans le cadre de l'apaisement social. Et nous espérons que le message de paix que lance cet apôtre sera reçu de part et d'autre. Bon, maintenant, sur ce sujet, moi j'ai l'habitude de dire qu'au-delà de tout, on ne peut pas dire que prendre les armes est mauvais, mais en réalité, les plus criminels sont du côté du gouvernement et du régime, il faut le dire aujourd'hui. Parce que si on arrive, des jeunes qui prennent des armes contre leur État pour dire que mais nous ne voulons plus appartenir à cet État-là, il y a des choses qui ne seront pas bien passées. Mais nous disons que ces gens-là, comme ils n'ont pas souvent l'humilité, j'ai souvent l'habitude d'écouter, d'aller dans les profondeurs. Il faut écouter, ces gens ont besoin de l'écoute, mais pas d'être bâillonnés. Ils n'ont pas besoin, c'est vraiment pas de dialogue. Mais le dialogue est permanent aussi. Quelle est la manière de dialoguer? Il y a aussi cette négligence, cette façon de faire les choses du Cameroun. Vous voyez, la semaine passée, on a vu encore des informations où les jeunes qui ont été intégrés dans le centre de désarmement ont pris des armes sur des mauvaises manières, des mauvais traitements qu'il y a de ce côté là-bas. Ça veut dire qu'au moment où les gens ne comprennent pas souvent l'ampleur, ce n'est pas ces jeunes-là le problème. Le problème, c'est le régime. Qu'est-ce que le régime fait par rapport aux doléances, aux problèmes que posent les jeunes? Ils sont toujours écartés du réveil de la main pour qu'après il y ait des situations d'urgence où on dit sur haute instruction du chef de l'État pour pouvoir engouffrer les fonds et résoudre minimalement ce qu'il y a à résoudre. Peut-être qu'on arrive souvent avec des solutions qui sont déjà dépassées par rapport à quelque chose qui demandait des solutions immédiates. Vous voyez aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons retenir. Mais nous demandons aussi, pour finir sur cette visite au numéro 2 du Vatican, qu'il porte ses doléances si la foi paye. Nous verrons, parce qu'il porte ses doléances des jeunes qui souffrent énormément, qui misèrent, qui sont sans emploi, et qu'il prie beaucoup pour ces dirigeants pour que l'apaisement vienne du haut et non du bas, parce que le bas est toujours apaisé, mais que le haut entende ce message des jeunes. Nous voulons un changement. Correct. Merci à toi, Paul Fils. On va rentrer dans un autre secteur, un secteur qu'affectionne bien le docteur, c'est-à-dire le secteur sanitaire. Il y a quelques jours, on a lancé la deuxième édition de la lutte contre les maladies négligées. C'est bien sûr un récit que signe Olivier Ndogmo. Écoutons ce récit et revenons débattre dans quelques instants. Sensibiliser le grand public et l'ensemble des partenaires sur la nécessité et le besoin d'agir pour mettre fin aux maladies tropicales négligées. C'est la principale information à retenir du secrétaire général au ministère de la Santé publique, le professeur Louis-Richard Ndiok, qui a présidé le 2 février 2021 au ministère de la Santé publique la deuxième édition de la célébration de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées, composée des maladies telles l'onchocercose, la lèpre, l'ulcère de Bureli, la maladie du sommeil ou encore les vers intestinaux. Ces maladies transmissibles et dévastatrices affectent plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Selon le rapport mondial 2020 de l'Organisation mondiale de la santé, les maladies tropicales négligées constituent aujourd'hui un réel problème de santé publique dans plus de 149 pays, représentant au total 1 milliard de personnes, soit 14% de la population mondiale. L'Afrique
est le continent le plus touché par les maladies tropicales négligées, avec 600 millions d'individus affectés, soit 42% des cas dans le monde en 2020. Au Cameroun, on dénombre près de 12 maladies négligées identifiées par l'Organisation mondiale de la santé. Certaines d'entre elles, considérées comme presque éliminées, connaissent une résurgence du fait de la forte attention dirigée par le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose et le Covid-19. Pour remédier à cette situation, le Cameroun, de concert avec ses partenaires à la santé, ont mis en place des programmes structurés pour lutter contre la plupart de ces maladies. Il s'agit notamment du programme national de lutte contre la filiazose lymphatique, le programme de lutte contre le trachome, le programme de lutte contre la schistosomiase et les programmes de lutte contre la lèpre, les vers intestinaux et la leishtosomiase, qui s'illustrent par une distribution annuelle et gratuite des médicaments, mais aussi le déparasitage dans les établissements scolaires, placé sous le thème « Un nouveau jour dans la lutte contre les maladies tropicales négligées », le secrétaire général au ministère de la Santé publique appelle à la conscience de la population. Malgré leur mortalité relativement faible, elles peuvent affecter une grande partie de la population et être à l'origine des complications sévères représentées par des invalidités très importantes qui entretiennent le cercle vicieux de la pauvreté. Une invite à ne pas prendre à la légère, dans la mesure où l'objectif du développement durable est en constante régression. Alors, directement, docteur, on va entrer dans le vif du sujet. Vous qui travaillez d'ailleurs sur la couverture santé universelle, on vous sent un peu sortir du système actuel. Qu'est-ce qui vous pousse à penser que c'est véritablement pas le meilleur des systèmes? Ce qu'il faut premièrement comprendre, mon point de vue, et j'ai souvent l'habitude de le dire, que beaucoup n'ont pas véritablement compris le combat dans lequel je suis. Actuellement, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque quelque chose ne marche pas, il faut se poser des véritables questions. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pour trouver des solutions. Et j'ai passé beaucoup de temps, parce qu'il faut peut-être que je le rappelle, j'ai fait ma thèse de PhD, j'ai travaillé sur 48 systèmes de santé en Afrique, donc pratiquement toute l'Afrique subsaharienne, et avec en comparaison, c'est-à-dire qu'une étude comparative à un moment donné, c'est-à-dire dans une section des travaux avec ce qui se fait en quelque sorte en Occident. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que de façon historique, vous pouvez par exemple questionner les historiens de la santé, ils vous le diront, de façon historique, l'Afrique subsaharienne, de façon globale, et le Cameroun en particulier, n'ont pas de système de santé. Ça, il faut le dire, parce que tel que les choses étaient prévues dans la construction des systèmes de santé, ce n'est pas comme ça que ça a été fait. Du coup, on a des systèmes de santé, si on peut les appeler comme ça, qui n'ont pas de base, ou alors une structuration de fond. Qu'est-ce qui a empêché cela? Alors, je suis en train d'expliquer. Le problème qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, vous savez, avant que nous ne puissions porter de beaux costumes, parler français, nous existons. L'Afrique, elle existait. Et bien évidemment que cette Afrique, elle existait et les gens qui étaient là avant nous se soignaient. Donc, il y avait une médecine, il y avait un système de santé qui, on l'appelle aujourd'hui un système de santé traditionnel. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la construction des systèmes de santé en Afrique, il était prévu, et c'est écrit, vous pouvez fouiller, je peux peut-être, c'est parce que je suis pas venu avec la paperasse, vous verrez que dans la construction des systèmes de santé en Afrique, il est prévu que les systèmes de santé africains vont se construire autour du système traditionnel. C'est-à-dire que la médecine, ce qu'on appelle médecine alternative, c'est la médecine moderne. Donc, c'est le système de santé traditionnel qui est le véritable socle du système de santé africain, ce qui n'a pas été fait. Alors, conséquence,
nous avons reçu des étrangers qui sont venus nous apprendre à nous, ils disent qu'ils sont venus nous apprendre à nous habiller, nous les remercions pour cela. Ils nous ont appris le français et tout le reste. Je les remercie également pour cela. Ils sont venus en s'installant chez nous. Il y a eu donc quelque chose de bien précis et de bien particulier, c'est que la santé est un problème de confiance. Alors, lorsqu'ils arrivent, ils ne peuvent pas faire confiance à notre système de santé traditionnel parce que nous avons nos arrière-grands-pères qui marchaient leurs écorces, qui, lorsque vous avez par exemple la fièvre, on vous faisait un traitement rapide là au village et tout le reste. Donc, ils n'ont pas confiance en cela parce que c'est deux cultures différentes. Sauf qu'il faut le préciser que eux, ils ont combattu le paludisme bien après tout cela avec nos écorces. Parce qu'il faut le dire, le paludisme, il existait en Europe, en Occident, comme c'est en Afrique aujourd'hui, mais c'est grâce à nos écorces qu'ils l'ont fait. Donc, n'ayant pas justement donc, cette grande confiance en notre système de santé que nous utilisons, ils ont transporté donc leur système de santé qui est la santé moderne et ils se sont installés avec pour se faire des soins et parallèlement à ceux qui les entourent, peut-être je dirais ceux qui travaillent dans leur maison. Et vous voyez qu'à partir de ce moment, partout où ils s'installaient, puisqu'ils s'installaient un peu plus dans le pays, ils installaient donc ce système de santé moderne. Et au moment de partir, ils l'ont laissé. Et nous, on n'a pas réfléchi à pouvoir le structurer en fonction de notre environnement. Donc, on l'a pris tel quel et on l'a généralisé. Ce qui fait qu'il n'a pas de base du tout. Et je le dis pourquoi? Parce que quand vous questionnez donc le fonctionnement d'un système de santé, comme par exemple celui du Cameroun que j'essaye de maîtriser un peu mieux, vous allez vous rendre compte que c'est un système de santé qui fonctionne exactement, bon, à beaucoup d'exceptions près, en fait il est calqué, il est copié du système de santé français. Et ça ne peut pas fonctionner, pourquoi? Parce que le système de santé français, bien installé dans un contexte socio-économique et politique précis, venir le reproduire dans un autre contexte sans toutefois l'adapter à ce contexte sera forcément un échec. C'est pour cela que j'ai souvent l'habitude de dire, et si les systèmes de santé d'Afrique subsaharienne étaient conçus pour échouer? Parce que logiquement, il n'y a pas eu une réflexion de fond, premièrement pour penser d'abord à la structuration de ces systèmes de santé, parce que lorsque vous voyez aujourd'hui, je vois par exemple, on essaie de résoudre les problèmes de façon séparée, on a des insolvables dans cet hôpital, et puis boum, on crée une histoire et on dit bon, on va payer, laisser les sorties, mais ça ne résout pas le problème de fond. Il y a un problème de fond et j'en ai parlé depuis des années, j'ai fait même des notes dessus pour expliquer pourquoi il y a ce problème. Et ce problème fait partie justement donc des bases d'un système de santé qui n'ont pas été respectées et qui aujourd'hui produisent des conséquences. On essaie juste de blanchir le tombeau pendant que ça entre de courir vers le bas. Dans ce système-là, on va vous prendre pour un combattant, c'est-à-dire celui qui nuit aux autres, globalement. Non, je ne pense pas. Je crois que ça a toujours été ça le véritable problème. Je ne suis pas contre. En fait, je suis contre ceux qui ne veulent pas l'évolution de mon pays. Parce que ce que je veux, c'est premièrement un système de santé efficace, optimal, et puis responsable, qui peut prendre en charge de façon responsable les citoyens camerounais. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est justement la santé des populations. Alors, si vous n'êtes pas dans mes objectifs, ça veut dire que vous êtes justement contraire à moi. Alors, on peut considérer peut-être que je suis contre vous. Mais si on se dit aujourd'hui que nous avons nos dirigeants qui sont en face, qui voudraient en quelque sorte que le système de santé soit bon et qu'ils puissent prendre en charge les populations, ça veut dire que nous avons le même objectif. Pourquoi est-ce qu'on considérerait que je suis quelqu'un qui est opposé à cet objectif, alors que c'est ce but que nous tous nous sommes en train de chercher? Donc je crois qu'il faudrait à un moment donné que les uns et les autres arrêtent de penser que ceux qui leur disent de bien faire sont des gens qui leur veulent du mal. Globalement. Alors, je pense que vous allez rebondir, Paul Fils. Oui, en fait, sur ce sujet qui semble intéressant, de ma petite expérience de modeste journaliste,
il me revient à l'esprit sur les faits qui font l'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de Covid-19 et on a vu la riposte qui est venue de la médecine traditionnelle aujourd'hui, qui a eu des multiples propositions. Et on s'est demandé comment, dans un pays, on peut négliger ce secteur aussi intéressant et enrichissant, qui peut soigner à moindre coût les Camerounais qui sont aujourd'hui très malades. Il faut le dire aujourd'hui. Les Camerounais sont malades parce que ils ont été, je vais dire que quoi, il y a une expression atypique, je vais dire que ils ont été habitués par des habitudes alimentaires qui ne sont pas commodes à leur environnement, qui ne sont pas commodes au contexte actuel. On a beaucoup mis du chimique et on a négligé ce qui est là, la base aujourd'hui, là, pour reconforter la pollution du docteur Benzé aujourd'hui. La médecine qui semble être un pilier pour le système de santé est négligée aujourd'hui. On a des charlatans qui font office de chercheurs en médecine traditionnelle aujourd'hui. On a des marabouts qui font office de chercheurs en médecine traditionnelle aujourd'hui. Mais on se retrouve dans un secteur qui semble être un secteur pilier des relances de notre système de santé aujourd'hui, qui est embrigadé par des vendeurs d'illusions et des charlatans. Et conséquence de cause, aujourd'hui, on se retrouve avec peu de personnes qui ont foi au système de santé. Vous savez, quand je parle du système de santé, je parle du médicament, je parle de l'hôpital, je parle même de l'expertise et de tout ce qui va avec. Aujourd'hui, les Camerounais ne vont plus à l'hôpital. C'est ça la question. Et aujourd'hui, on a besoin donc de ces chercheurs, comme vous le voyez aujourd'hui, Albert Zeki aujourd'hui, qui veut donner des solutions pour que les Camerounais font confiance à leur système de santé, ne vont plus se ravitailler dans le médicament de la rue qui est devenu une pharmacie de premier secours aujourd'hui. C'est des questions primordiales quand on parle des questions de santé. Aujourd'hui là, mais nous voulons aller dans le développement, qu'est-ce que nous faisons? C'est bien de construire des stades, oui, mais à la longue, c'est aussi bien d'équiper nos hôpitaux parce qu'on a besoin des êtres en bonne santé pour réfléchir, pour travailler, pour construire, pour faire avancer pour l'émergence. Je crois que ces explications aujourd'hui valent la peine pour que tous ceux qui nous écoutent, ou bien les autorités qui nous regardent, savent qu'il y a la matière grise qui peut penser autrement pour ramener la sérénité dans ce secteur qui semble... Vous allez voir aujourd'hui, le docteur est plus introduit pendant les blocages qui sont dans la mise en œuvre de la couverture de santé universelle qui a été vanté. Vous savez, le budget 2020 a été consacré. On ne nous a jamais dit ce qui a été jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aucune communication officielle. Mais on a consacré de gros moyens pour mettre en place la couverture santé universelle aujourd'hui. Et on ne sait pas toujours qu'est-ce qui bloque. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? On dirait que le docteur va ajouter quelque chose. Non, je suis en train de dire, c'est des points saillants. Quand on parle de santé, au lieu de parler des maladies de négligence, je pense même qu'on doit parler de la négligence de notre gouvernement, qui devient même une maladie. C'est ce qui soit que sur la place publique aujourd'hui, comme première maladie, c'est la négligence. Parce qu'il y a des choses c'est ce que le gouvernement doit faire. Et ils doivent avoir l'humilité de prendre toutes les forces ou bien toutes les valeurs, toutes les richesses qu'on a sur le pays, vous savez, tous les intellectuels, tous les chercheurs, et avec leur bonne volonté, pour qu'on puisse avoir toujours à chaque secteur les meilleurs qui nous proposent des choses qui nous font avancer. Pourquoi il faut toujours écarter, faire avec ceux qui vont venir dire ce que nous aimons entendre et écarter ceux qui disent ce que nous ne voulons pas entendre? C'est même ça le vrai problème aujourd'hui. C'est pas seulement la santé, c'est dans tous les secteurs. Alors, donc le problème est profond. Aujourd'hui, on a besoin de valoriser. Pour terminer, vous avez vu aujourd'hui ma sortie dernièrement sur ma page officielle parlant des valeurs aujourd'hui qui sont chiffonnées. Mais le camion est une valeur, je le disais. On n'a pas besoin d'un blanc-bec pour venir faire le coup de gueule
à celui qui maîtrise mieux le football africain. Je pense qu'on va revenir sur ce sujet. Je vais finir pour dire qu'aujourd'hui, Albert maîtrise ce qu'il parle aujourd'hui. C'est un modèle, c'est une référence. Et on doit faire avec lui, on ne doit pas l'écarter. On ne doit pas ridiculiser, on ne doit pas le chiffonner, on ne doit pas arriver à ce que ces chercheurs deviennent des parisiens. Mais on doit les donner les moyens de proposer, parce qu'ils proposent déjà assez, mais ils doivent aller plus loin avec les recherches aujourd'hui là. Parce que moi je le connais, c'est un homme de terrain. D'accord. On est d'accord. Alors, docteur, je m'en vais comme ça. Est-ce que, globalement, vous pensez que ce système de santé-là, avec les ethnies que compte le Cameroun, avec toute la globalité dans laquelle le Cameroun vit, est-ce qu'il est possible qu'il soit mis en place aujourd'hui? Alors, pour ceux qui m'ont lu régulièrement depuis pratiquement 12 ans aujourd'hui, savent que j'ai pas la solution absolue, mais je pense que à un moment, lorsque un individu, moi mon père le disait souvent, que on ne méprise pas les 1 seconde que quelqu'un a consacré à produire quelque chose. Donc il faut écouter la personne. Je dis la moindre réflexion que j'ai déjà produite depuis 12 ans aujourd'hui mérite quand même qu'un jour que les uns et les autres puissent consulter et comprendre en quelque sorte pourquoi je peux rester autant constant sur une décennie. Ce que je dirais ici, c'est que vous avez, pour certains, ils ont vu l'ouvrage que j'ai présenté au grand public en août dernier, en août 2020. C'est un ouvrage justement qui est le condensé de toutes les propositions que j'ai produite, que j'ai produite depuis pratiquement 10 années. Donc, c'est une séquentialisation de tout ce qui peut être fait pour que nous puissions arriver à un niveau bien précis. Et je le rappelle généralement quand je discute avec des gens que j'avais fait un algorithme qui m'avait permis de voir que si nous décidons d'être sérieux, en maximum, je dis maximum 11 années, nous relevons notre système de santé au point où il devient aussi performant que les systèmes de santé occidentaux. Et ça, c'est faisable. Tout simplement, j'ai... Une brève explication un peu oui, je dis, tout simplement, comme j'ai souvent, on a eu un enseignant ivoirien qui disait souvent que pour se développer, il faut juste un peu de sérieux. C'est juste un peu de sérieux et écouter ceux qui ont des idées. Je suis peut-être pas celui qui a les plus grandes et les plus bonnes idées, mais il y a d'autres personnes qui ont des idées qu'on peut évidemment aussi appeler pour les écouter et qu'ils puissent également donner leur point de vue dans ce que nous sommes en train de faire. Moi, je dis, nous restons aujourd'hui dans une santé fictive. Et il faut comprendre que un système de santé, c'est un ensemble, comme on le dit généralement. Un système, c'est un ensemble d'éléments interconnectés, c'est-à-dire que lorsqu'on a touché un élément, on va forcément toucher les autres. Donc, dans un système de santé, il faut comprendre que, premièrement, j'avais commencé ces travaux il y a 12 ans, où j'avais premièrement expliqué aux gens que le système, on peut avoir un système de santé africain et avoir des sous-systèmes de santé de chaque pays qui composent le système de santé africain. C'est pareil, c'est-à-dire que cette séquentialisation va jusqu'au bout. C'est-à-dire que un pays comme le Cameroun, qui est justement l'Afrique en miniature, a un système de santé camerounais, mais qui également peut être séquentialisé en fonction justement donc des spécificités que nous avons dans le pays. Et c'est ça justement, lorsque vous allez peut-être avoir l'ouvrage, vous allez voir qu'il y a cet ancrage et cette idée que j'aimais déjà en disant que la décentralisation est un élément essentiel pour résoudre le problème de notre système de santé. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne cette décentralisation comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, parce que la décentralisation dans le cadre des systèmes de santé est différent de ce que nous sommes en train de voir dans le cadre des CTD. Donc, il faut être très avisé et il faut maîtriser ce que nous sommes en train de faire. Il est
possible aujourd'hui, et c'est là où j'embraye justement dans le cadre de la fameuse couverture santé universelle, dont moi je suis totalement contre jusqu'aujourd'hui. Ça fait pratiquement 6 ans aujourd'hui que je dis que c'est une aberration. Nous n'avons pas de moyens pour pouvoir aller vers ce projet. Je vais l'expliquer. Que vous êtes le rebelle. Non, je ne suis pas le rebelle. Je suis celui qui essaie d'éclairer les gens qui veulent marcher dans le noir éternellement. Je le prends ainsi. Et je l'explique. Et tout le monde qui m'écoute sait que ce que je dis est vrai. Parce que lorsque vous avez pris votre vie, vous avez pris tout votre temps, j'aurais pu peut-être être comme d'autres jeunes qui ont fait des concours et tout le reste, mais j'ai consacré ma vie dans la réflexion. Et je sais ce que je dis et les autres savent ce que je dis. Si vous me permettez qu'on entre dans le sujet de la couverture santé universelle. Oui. Alors, première des choses qui se pose comme problème est très simple. On vous dit, on a défini un panier de soins. Et c'est sur la base de ce panier de soins que nous allons justement appliquer des cotisations et des gens vont cotiser. Et lorsqu'ils iront à l'hôpital, les maladies qui sont comprises dans le panier de soins seront prises en charge de façon automatique et gratuite. Ok, d'accord. Mais sauf que nous avons un pays qui est totalement spécifique, région par région. Ça veut dire que si vous prenez un panier de soins national, à un moment donné, au niveau local, ça aura des difficultés parce que vous aurez des gens dans une localité qui auront la gratuité de se soigner sur une maladie qu'ils ne connaissent pas dans leur localité. On se comprend. On parlait tout à l'heure dans le reportage des maladies tropicales négligées. Nous avons par exemple sur les bords du Nion, on a l'ulcère de Buruli. Donc, ceux qui sont sur les bords de la rivière Nion ont cette maladie qui les terrasse. Maintenant, quand vous allez partir leur dire qu'une maladie, par exemple, qu'on retrouve au nord du Cameroun, ils peuvent se faire soigner gratuitement pendant que l'ulcère de Buruli les touche, vous n'avez résolu aucun problème. Donc, il y a d'abord ce problème qui se pose. Maintenant, si on entre dans le fond et l'effectivité justement de ce projet, qui voudrait en quelque sorte quoi? C'est juste, on parle aujourd'hui de couverture santé universelle, mais ce n'est rien d'autre qu'une couverture maladie universelle que nous sommes en train de vouloir faire, qui n'est rien d'autre qu'une assurance maladie. Alors, moi j'ai souvent du mal à croire que on peut s'amuser à proposer des choses, sachant que on ne peut pas les réaliser. Parce que à un moment, ça relève d'une espèce de buzz, d'une espèce de programme politique, ce qui n'est pas mauvais, mais il faut comprendre qu'au bout de la chaîne, ce sont des populations qu'on retrouve et qui ont besoin justement donc de l'effectivité et de la santé. Moi, je rentre dans le cadre historique, qui est simple. Nous avons eu combien de politiques de santé au Cameroun et en Afrique? Nous sommes sortis des résolutions d'Alma-Ata, nous sommes partis au recouvrement de cours d'initiative de Bamako, nous sommes allés aux objectifs du millénaire pour le développement qui ont accouché santé pour tous en l'an 2000, nous avons les projets avec l'Union africaine, nous avons justement donc ils appellent ça quoi? Nous avons le projet de renforcement du système de santé. Nous avons aujourd'hui la couverture santé universelle qui est l'émanation de quoi? Qui est l'émanation justement donc des ODD, donc des objectifs de développement durable. Alors, qui sont quoi? Des objectifs post-OMD. Maintenant, vous allez certainement me relancer. Ce que je voudrais dire ici, c'est que toutes les autres politiques, qu'est-ce qu'elles ont produit? Rien du tout. Ça a été zéro. Santé pour tous en l'an 2000. Quel est le résultat? Aucun résultat. Aucun résultat. Nous avons les différents plans qui ont été présentés. Nous avons le projet de renforcement du système de la performance du système de santé qui ne produit aucun résultat. Mais la simple question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que toutes ces politiques ne donnent pas de résultats et qu'aujourd'hui, nous nous levons pour aller encore vers une mouvance internationale qui est la couverture santé universelle.
C'est ça la question. Ça va rester une question, le temps pour nous de repartir directement sur le terrain pour ce reportage où les hommes de médias ont eu droit à quelques kits anti-Covid. On va revenir, docteur. Mais le temps pour nous d'écouter ces récits que signe Olivier Ndogmo. Ils sont hommes des médias, réunis le jeudi 28 janvier dans les services du délégué régional de la santé publique de l'Est. Impliqués activement dans la lutte contre la propagation du coronavirus, ils ont reçu un important kit d'hygiène pouvant les servir à mener à bien leur travail. Pour le docteur Désiré Anissé Mintop, cette acquisition en kit de protection contre le Covid-19 est une nécessité. Les acteurs de la communication reste et demeure un secteur clé pour transmettre le bon message et pour transmettre tout ce qui est important pour pouvoir amener les uns et les autres à revenir au strict respect des mesures barrières. C'était important pour nous de déjà rencontrer ces acteurs de la communication et d'armer ces derniers parce qu'ils vont descendre, ils sont au premier plan. Avec les communautés et ils doivent être eux aussi protégés. Donc on a pensé que c'est un outil de travail. Comme ils ont le micro, ils devraient avoir un gel, ils devraient avoir un masque pour mener à bien leur travail. Principaux acteurs de sensibilisation de la population au respect des mesures barrières au Covid-19, les hommes des médias publics comme privés présents saluent ce geste. Vraiment, je suis très ravi et je dis grandement merci à monsieur le délégué régional de la santé pour l'Est pour ce don qu'il nous offre. Au moment où, n'est-ce pas, la pandémie à Covid-19 est en train de reprendre, je crois que nous sommes déjà armés pour mieux faire notre travail sur le terrain. Nous apprécions déjà l'engagement des deux ministères, surtout quand il y a quand même une remontée de la crise sanitaire à Covid-19. Donc c'est une initiative véritablement à louer au niveau de la région de l'Est. On ne peut qu'appeler les autres délégations régionales à faire autant comme celle de l'Est, Cameroun, et de permettre à ce que nous qui sommes sur le terrain au quotidien, à la rencontre des citoyens camerounais pendant nos reportages, de mieux se protéger et également de protéger ces citoyens-là. Ces kits constitués de cache-nez, des cartons de savon, gel hydroalcoolique et des affiches murailles de sensibilisation pour la lutte contre cette pandémie mondiale permettront aux hommes des médias de poursuivre leur mission d'information en rapport à cette pandémie qui reprend déjà droit de citer. Merci à Michel Imélé pour ce reportage. Il faut dire que c'était du côté de l'Est Cameroun où les hommes de médias ont reçu des kits anti-Covid. On va donc revenir avec le docteur qui expliquait réellement la base du système santé universel. Globalement, donc, docteur, c'est votre projet en lui-même. C'est lequel, étant donné que vous dénoncez déjà ce qui a été fait par le gouvernement, vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais ça veut dire que vous avez un projet que vous proposez depuis. Bien évidemment, je trouve que faire de la critique pour la critique ne nous apporte pas grand-chose. C'est pour cela que lorsque je fais une évaluation, j'ai déjà une proposition sur la table. Ce qu'il faut comprendre est très simple, c'est que on ne peut pas commencer à construire un système de santé par la fin. Parce que parler aujourd'hui d'une couverture maladie universelle, c'est la fin justement du processus. Il faut comprendre que le processus commence par la construction de la structure du système de santé. C'est-à-dire que vous avez une base sur laquelle vous allez construire votre système de santé. Et puis maintenant, lorsque vous l'avez fait, vous passez donc aux stratégies d'amélioration de sa performance et puis maintenant à l'amélioration justement donc du bénéfice ou alors je ne sais pas de la consommation des produits de cette santé.
Et c'est vers la fin maintenant que vous, ayant déjà cette qualité de pouvoir produire des soins de santé qui répondent efficacement aux problèmes des populations, que vous pouvez maintenant donc faire bénéficier cela en brisant les barrières financières qui existent, avec par exemple le projet qui aujourd'hui est là. J'explique souvent de façon très simple pour comprendre pourquoi est-ce que je dis ce problème de couverture santé universelle n'est pas d'actualité. Ce n'est pas un mauvais projet, mais il n'est pas d'actualité. Si on force à l'implémenter, la preuve aujourd'hui, c'est un projet qui devait commencer en 2019. Nous sommes en 2021 et on continue à ne pas avoir de plus amples informations là-dessus. Il y a eu la Covid, il y a eu beaucoup de problèmes. Covid, c'est une autre situation qu'il faut peut-être en parler de façon vive également. Parce que là-bas également, ce qui a été fait vraiment pose beaucoup de questions. Nous sommes premièrement dans la couverture santé universelle. Et l'argent que nous avons dépensé dans Covid aurait pu nous permettre de faire un certain nombre de choses pour la santé des populations. Mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. J'explique donc. Voyez-vous que la couverture maladie universelle, c'est-à-dire l'assurance maladie, a un effet très simple. C'est que ça permet à tout le monde de pouvoir, c'est-à-dire à la grande majorité, il suffira de cotiser et d'être pris en charge. Donc, la première des choses qui se pose donc comme problème, c'est que il faut comprendre la spécificité et l'état de lieu du marché de la santé. Malheureusement, ceux qui dirigent la santé au Cameroun m'ont fait comprendre lors d'une émission dans une chaîne concurrente que eux, ils ne considèrent pas la santé comme étant un marché, ce qui fait déjà tout faux dans les analyses et les propositions. À partir de ce moment, on navigue à vue. Parce que si vous ne comprenez pas les spécificités du marché de la santé, vous allez tout faire faux. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Quand on voit par exemple les propositions qui sont faites, ce sont des propositions qui ne sont basées sur rien du tout. Parce que les gens ne maîtrisent pas ce que c'est que le marché de la santé. Ça veut dire que vous pensez que le système sanitaire peut être plus rentable Non, ce n'est pas une question de rentabilité. Parce qu'il faut comprendre ce dont je parle ici. Un marché, tout marché n'est pas fait pour être dans un système rentable. C'est pour cela que je parle des spécificités du marché de la santé. Ceux qui voudront bien comprendre comment ça fonctionne, je les invite justement mardi prochain au café scientifique à la Fondation Mouna. Et là, je vais réellement expliquer de quoi il s'agit. Ce que je voudrais expliquer ici, c'est que je prends un exemple simple pour que le commun des mortels nous comprenne. Parce que beaucoup de gens m'ont déjà tellement taxé d'opposants dans cette histoire parce qu'ils ne comprennent pas. Ce que je dis est simple. C'est que, prenons l'exemple d'une maman qui fait des beignets au marché, au quartier. Et cette maman produit 100 beignets. Mais face à elle, elle a une demande de 150 personnes. On suppose qu'un beignet va nourrir une personne. Ça veut dire qu'elle ne peut nourrir que 100 personnes. Elle a un déficit, elle a un gap de 50. Du coup, son marché de beignets est déséquilibré. Elle a un déficit de 50. Et on suppose également que nous avons 25 francs qui est le prix d'un beignet. Alors, la question ici, parce que l'objectif, c'est de pouvoir nourrir tout le monde qui en a besoin. La question, alors, à ce niveau, c'est comment faire pour résoudre le problème du déficit qui existe? C'est à ce moment que nos experts, nos super experts, qui proposent, ou alors qui suivent la mouvance internationale de la couverture santé universelle, vous disent qu'il faut plutôt baisser le prix. Vous comprenez? Oui. Il faut baisser le prix à travers la couverture santé universelle, parce que quand vous faites la couverture santé universelle telle que c'est produit à ce moment, ça joue sur le coût de la santé. Donc, il faut baisser le prix. Et maintenant, revenons sur notre exemple. Lorsqu'on baisse le prix de 25 à 15 francs, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas éligibles au marché, qui avaient 15 francs mais qui ne pouvaient pas s'offrir un beignet parce que le marché les éliminait. On se retrouve donc avec une demande qui va davantage croissante. On se retrouve par exemple avec 250 personnes qui veulent les beignets et la maman ne peut que produire ces 100 beignets puisqu'on n'a pas touché son appareil de production pour l'améliorer. Vous comprenez un peu? On se retrouve donc en face d'un marché qui est davantage déséquilibré. Il se pose donc un problème
plus important à ce moment. Il se pose le problème le plus important à ce moment, donc c'est quoi? C'est le fait que lorsque vous avez sur un marché l'offre qui est extrêmement petite par rapport à la demande, on se retrouve avec des effets pervers. Notamment le fait que on aura une bousculade devant cette maman qui vend les beignets et tout le monde veut manger des beignets, puisqu'il faut que tout le monde se nourrisse, alors il va naître une espèce de corruption. Ça existe déjà dans notre système de santé. Pour voir un spécialiste, vous savez que ce n'est pas un secret pour certains, pour tout le monde. Il y a des hôpitaux dont j'étais le nom volontairement, où vous payez une cagnotte qui ne va dans aucune caisse de l'hôpital, juste pour mesure de corruption, parce qu'il faut rencontrer un spécialiste. Ce sont des effets pareils. Donc, lorsque vous allez donc voir des individus qui veulent absolument se nourrir, ils iront à un moment donné monnayer pour qu'on leur garde leur part de beignets. Imaginez-vous maintenant un seul instant que s'il faut aller monnayer pour manger et que le monnayage, puisqu'il devient donc quoi? Il devient subitement donc une vente aux enchères, alors les enchères vont augmenter. Si vous devez monnayer maintenant à hauteur de 15 francs et payer le beignet à 15 francs, vous vous retrouvez en train de payer le beignet à 30 francs. Le système qu'on a mis sur pied pour baisser le prix ne vous sert à rien, parce que tout simplement, les gens en le faisant n'ont pas tenu compte que dans les coûts de santé, il y a ce qu'on appelle les coûts directs, c'est-à-dire le paiement direct et le coût indirect. Lorsque vous jouez sur les paiements directs, lorsque vous baissez les paiements directs et que le système de santé ou alors l'offre de santé n'est pas améliorée, les coûts indirects deviennent plus importants et absorbent la solution que vous avez mise sur pied, au point où ça devient beaucoup plus dangereux qu'avant. Et c'est ça, c'est pour cela que je continue à dire aujourd'hui, on va tout droit dans l'asphyxie du patient et ça va être une explosion. Voilà. On va simplement dire que la suite sera donnée lors du café, du café scientifique que vous organisez. Vous pourrez donner la date aux téléspectateurs, c'est le... Oui, le café scientifique, la toute première édition, qui est tout simplement, je dirais, un moment d'échange entre un chercheur principal et le grand public. La première édition aura lieu le 9 février prochain, c'est-à-dire mardi, quand il sera à partir de 15h, à la Fondation Mouna, ici à Yaoundé, vers la Direction Générale des Impôts. Bien, donc ça va permettre aux uns aux autres d'avoir une plus-value sur l'aspect information sanitaire. Oui, Cameroun. tout à fait. Tout à fait. Qui est habilité à venir, qui n'est pas habilité à venir. C'est ouvert au grand public. Modalités. C'est ouvert au grand public parce que, en quelque sorte, le but des cafés scientifiques que je suis en train d'organiser aujourd'hui, c'est de pouvoir promouvoir la recherche scientifique, d'amener en quelque sorte cette recherche qui est faite au niveau des chercheurs et des scientifiques et au niveau de la population et de nos dirigeants, parce que le constat est venu du fait que il y a beaucoup de chercheurs qui font beaucoup de choses mais qui ne sont pas connus du grand public et qu'il y a des responsables qui ne sont pas au courant d'un certain nombre de choses que les chercheurs font. Et pour cela, il faudrait qu'on vulgarise la recherche, parce que le message fort ici, c'est que aucun pays ne s'est développé sans la recherche. Bien, donc ça veut dire que globalement, ce que vous allez apporter ne va pas rester uniquement au niveau du système sanitaire. Vous allez, pas du tout. Ce sera pas du tout. D'autres chercheurs. Oui, d'autres chercheurs parce que ça va former. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en quelque sorte, ce qui va se passer, c'est que la première édition, j'ai préféré moi-même montrer en quelque sorte comment ça va se passer. Mais toutes les éditions seront ouvertes à tous les autres chercheurs qui pourront maintenant, en fonction d'une thématique d'actualité et importante, et avec des propositions concrètes pour l'amélioration justement de la vie de tous les jours et du quotidien, venir présenter ces propositions et ces études pour que nous puissions faire la promotion justement donc des produits de la recherche dans notre pays. Bien. Alors moi je suis par exemple de Batchenga, on salue d'ailleurs les populations de Batchenga, ou alors de Ngoro, quelque part là-bas. J'aimerais venir voir à quoi ressemble un café scientifique. Quelles sont les modalités pour moi qui sors du village et qui n'a pas grand-chose à vivre à Yaoundé? Alors, je le disais, c'est un espace libre. Il n'y a pas de contrainte à l'entrée, il n'y a pas de limite à ce que vous participez. Pour le moment,
nous avons des moyens suffisamment limités. Et donc, nous organisons juste l'événement scientifique pour tous ceux qui sont amoureux de la recherche, et nous invitons même ceux qui ne sont pas amoureux de la recherche à venir découvrir. Mais docteur, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'à l'entrée, on ne va pas demander un billet? Non, pas du tout. C'est ce que je dis, c'est l'entrée libre et gratuite. C'est l'entrée libre et gratuite, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui nous suivent du côté de l'université de tout le monde qui est intéressé. Non, en fait, je voudrais dire que c'est la recherche et puis les seules conditions qui doivent respecter, puisque nous sommes dans la mode, c'est de venir avec un masque. C'est tout. Tout simplement. C'est tout. Je pense qu'il n'y a pas matière à département parce que le premier pouvoir dans le monde, c'est l'information. Il faut que les gens puissent recueillir l'information en termes de recherche par des sites. Dieu merci, c'est ouvert à plusieurs secteurs. Et je me dis toujours... Donc on risque de retrouver Paul Fils là-bas en tant que chercheur aussi? Non, je ne suis pas chercheur, ça c'est l'imposture. Je suis journaliste. Mais un journaliste est un chercheur. C'est un chercheur, c'est... casquette aussi, peut-être en tant qu'enquêteur. Oui, là je ne suis pas dans ce cadre-là. Et je serais peut-être amené à donner un avis par rapport à un sujet de société, parlant et partant. Non, je voudrais revenir pour peut-être d'abord féliciter Almergé qui a une constance en matière d'innovation parce que le café scientifique est une innovation. Et je peux le dire aussi en tant que journaliste un peu spécialisé dans les questions de santé, qu'il a déjà, je le disais, il a déjà le soutien par ma personne et de l'association que nous regroupons comme journalistes scientifiques et promoteurs de la promotion de la communication de la santé au Cameroun. Et nous allons l'accompagner. Sur ce, nous allons revenir sur un reportage que nous venons de voir parce que j'ai rien. Lorsque ce reportage passait, je me suis posé 1000 questions à la limite pour comprendre quelle était la visée d'un tel événement qui a mobilisé tant de médias. Quel était l'objectif? Parce que à la mesure... Mais donner des kits pour barrer la route à la Covid? Donner des kits à qui et pourquoi? Donner des kits à un journaliste pour faire quoi? C'est ça la question. Mais c'est pour se protéger, lui qui est au devant de la scène, non? Non, mais écoutez, arrêtez un peu l'imposture au Cameroun pour dire au directeur, au délégué que non. Il y a d'autres métiers qu'il faut apporter aux journalistes. Les informations sur la gestion du Covid-19 concernant la région de l'Est, le nombre de patients qui... Mais pour donner ces informations, il faut que le journaliste aille sur le terrain. Par conséquent, il doit respecter les mesures barrières. Nous savions aujourd'hui aussi, il faut le dire, monsieur, il y a l'accès limité à l'information aujourd'hui. Combien de fois vous pouvez faire une demande pour voir un délégué pour vous donner des informations dont vous avez besoin dans le cadre de votre travail, mais facilement il vient pour des bouffles ou bien pour des justifications de dépenses. Distribuer ces éléments, à mon avis, qui ne servent à rien parce que aujourd'hui, on a besoin d'une autre mobilisation parce qu'on parle de réurgence. Si ça existait même, mais je voudrais rentrer dans la clique et la mouvance gouvernementale qui voudrait qu'on dise que non, la maladie existe, il faut se protéger. Mais néanmoins, les moyens, donc, ce qu'il faut, donc, il faut mobiliser les médiateurs communautaires aujourd'hui. C'est là où il devient même intéressant que d'appeler les journalistes. Les journalistes viendront pouvoir mobiliser, si à l'Est, la région est touchée, on doit mobiliser des agents de santé communautaire qui sont plus proches des populations pour sensibiliser. C'est de ça qu'on a besoin. Pas des journalistes qui ont besoin peut-être d'un appui financier pour accompagner la communication et impacter. Parce qu'il y a des radios communautaires de ce côté-là à l'Est qui ont besoin d'un soutien pour aller dans le fond et faire des recherches en matière de riposte contre la Covid-19, mais quand on se retrouve à faire une grande cérémonie pour donner des kits sanitaires aux journalistes, pour moi, c'est encore une autre façon de justifier les fonds qui n'est pas une façon élégante. Parce que en tout cas, Paul Fils, ça reste un point de vue. Je pense qu'on va revenir. Ça ne reste pas un point de vue. C'est ça la vérité des faits. Hein. Il faut le dire aujourd'hui. Il ne faut pas avoir il faut avoir les couilles pour dire certaines choses dans ce pays.
Il faut faire les choses, mais il faut bien les faire. Il faut qu'aujourd'hui, au moment où on a besoin du poisson, qu'on nous serve du serpent, c'est pas ça. C'est ça. Je m'avais vous poser une question simple pour le fils. Allez-y. Vous dites que pourquoi est-ce qu'on a donné les kits aux journalistes sans leur donner l'information? Mais je veux vous poser. On parle ici de mesures barrières. Non, je vais vous arrêter, cher confrère. Je vais vous dire, si vous n'avez pas suivi ma question, pourquoi une telle cérémonie? C'est ça ma question. Le problème de la remise des kits n'est pas mauvaise pour moi. Mais pourquoi tant de mobilisation derrière cette cérémonie avec le problème, c'est que c'est des hommes de médias, non? Ça aurait pu être intéressant ailleurs. Il y a beaucoup de choses à faire. On aurait pu appeler les hommes de médias pour voir comment on a mobilisé, par exemple, dans la région de l'Est, 200 agents de santé communautaire pour sensibiliser les populations sur les mesures barrières. Ce n'est pas le cas. Mais on les appelle pour donner des kits. On ne sait pas combien ça a coûté. Ça, c'est des questions. On ne sait pas d'où ça vient et comment ça va et pourquoi on en est arrivé là. Est-ce qu'ils ont réellement besoin? Les journalistes n'ont pas besoin de ça. Si d'autres personnes ont besoin, il y a d'autres, d'autres couches sociales qui ont besoin de ces kits sanitaires. Pas des journalistes. Je suis journaliste. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Bon. Dans tous les cas, docteur, on va sortir, tout en rappelant que vous êtes aussi le promoteur de l'Institut de recherche pour la santé et le développement. De ce côté-là, comment est-ce que marchent les activités? Alors, pour la petite histoire, l'Institut de recherche pour la santé et le développement a eu 10 ans l'année dernière, donc nous sommes à notre 11e année. Et c'est, comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est le rêve fou d'un petit garçon qui commençait la recherche et qui a justement eu l'idée de créer une plateforme qui lui permet de travailler plus rapidement et de façon plus professionnelle. Donc l'Institut de recherche, il est là, nous essayons de faire des recherches et il faut le dire également que l'Institut de recherche a 2 volets, c'est-à-dire qu'il y a un volet recherche fondamentale, c'est-à-dire que la proposition des idées de façon interdisciplinaire, donc on a besoin de toutes les disciplines. Et puis maintenant, il y a le volet analyse biomédicale qui jusqu'à aujourd'hui tarde à décoller parce que justement on n'a pas de moyens. Et il faut le dire, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je le rappelle tout le temps, que cet institut de recherche aujourd'hui fonctionne depuis pratiquement 11 ans sous fonds personnels. J'ai jamais reçu de subventions, malgré toutes les activités qu'on a pu faire, malgré le fait de faire des propositions. Certainement peut-être parce que nos propositions ne vont pas dans le sens de ceux qui sont là. Donc il faut le dire. Et cet institut de recherche donc a, comme je le disais, pour objectif de faire de la recherche, que ce soit la recherche fondamentale, interdisciplinaire, que ce soit la recherche biomédicale. C'est-à-dire que ça vient du constat qu'en fait, nous avons un pays, lorsque je prends le cas de la crise sanitaire, nous avons un pays où nous avons de façon officielle un seul laboratoire, ce qui est très insuffisant, le Centre Pasteur de Yaoundé. Donc il faut multiplier des actions comme celle-là où on peut également avoir une véritable recherche, parce que ça fait honte aujourd'hui de savoir que l'Afrique, une fois de plus, va recevoir des doses de vaccins et n'a rien produit pratiquement pendant toute l'année de la crise. Donc il faudrait qu'à l'avenir, que nous ne soyons pas là, à rester là comme généralement le chien qui écoute le maître, mais que nous puissions également nous mobiliser, que nous ayons également des laboratoires capables justement de produire un certain nombre de choses. C'est dans ce cadre justement que le volet analyse biomédicale de l'Institut de recherche pour la santé et le développement s'inscrit. Maintenant, nous n'avons pas de moyens jusqu'à présent et je continue. Je ne suis pas découragé parce que ça va faire 11 ans aujourd'hui que je suis dessus malgré tout cela. Je ne suis pas découragé. Je crois qu'un jour, les choses vont véritablement décoller de façon optimale et que nous soyons véritablement aussi dans la course et
que nous puissions nous inscrire également dans cette liste mondiale de ceux-là qui peuvent également dire quelque chose lorsqu'il y a une situation sanitaire. Voilà, je pense que c'est le meilleur qu'on vous souhaite. Merci. On va donc passer sans transition vers la dernière actualité de cette semaine, en l'occurrence le sport, et certainement les Lions indomptables du Cameroun qui se sont fait laminer, j'utilise les termes du reporter de Canal 24 Olivier Ndogmo, qui a tout simplement fait le récit en présentant le match de fond en comble. Les Lions indomptables du Cameroun ne joueront pas la finale du 6e championnat africain des nations Cameroun 2020. La faute aux Lions de l'Atlas du Maroc qui les ont laminés sur le score de 4-0 à Limbé dans le cadre de la seconde demi-finale. Dominés, malmenés et dépassés par les événements, les Lions vont céder à la 21e minute sur un coup de pied arrêté bien effectué par les Marocains. Bouftini va ouvrir le score profitant d'une erreur monumentale de Achou Kerido. Il sera imité quelques minutes plus tard par Haïmi pour le 2-0. C'est sur ce score de 2-0 que les deux équipes vont rejoindre le vestiaire. Revenus en seconde période, les Lions de l'Atlas vont clouer le navire camerounais en inscrivant 2 autres buts par Haïmi qui va s'offrir un doublé à la 73e minute avant que Orient et Tamengombe, après un manque de concentration, offre cerise sur le gâteau le 4e but à Benamer après un ballon remis plein axe de la défense. Au sorti de cette rencontre, Martin Tungumpile est revenu sur les causes de cette cuisante défaite. On a commis beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs en défense. Donc aujourd'hui, le Maroc a été meilleur. Donc il a remporté, je crois qu'il mérite cette victoire. Mais aussi l'absence de Jacques Zouadaougari, présent au premier match et qui n'est pas réapparu depuis la seconde journée. Je dirais tout simplement que Zoua fait partie d'un effectif de 33. Et je pense qu'il a joué le premier match, il n'a pas joué les suivants parce qu'il était blessé. Et par la suite, il n'a pas pu jouer autant que beaucoup de joueurs dans le groupe. Donc il y a des choix qui ont été faits. Bon, je pense que ça ne devrait pas être un problème particulier. Sinon, il y en aurait une quinzaine de cas dans cette situation-là. Les regards sont désormais focalisés sur le match de la 3e place, samedi prochain, face à la Guinée équatoriale, au stade de la réunification, qui permettra aux 11 nationaux camerounais de sauver l'honneur en étant au podium. Merci à Olivier Ndogmo. Je pense que sur ce plateau, quand vous suivez les analyses, vous constatez qu'il y a de véritables patriotes et par conséquent, ils aiment le football vu que le docteur est jeune, Paul Fils est jeune. On va aller au pas de course pour essayer de savoir. Je commence par qui, Paul Fils? Ou alors, docteur? Je sens qu'il y a beaucoup de mine grise là. L'élégance voulait que je passe la parole à Albert qui est un ami. C'est le sport sur le terrain, le match est difficile. Bon, on ne connaît pas. Oui, moi je ne manquerai pas de prendre la parole. Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que je suis tellement meurtri par ce que je vois dans le football camerounais aujourd'hui. Quand je pense que lorsque j'étais à l'école primaire, et on avait ce petit rituel qui était très intéressant parmi nous, qui était que chaque dimanche, on devait aller supporter l'équipe qu'on aimait au stade, dans le cadre du championnat. Et à l'époque, nous étions à Iboulova, on aimait bien voir les matchs éperviers d'Iboulova contre, il y avait l'autre équipe, là, Espoir. Et c'était des rendez-vous que lorsque peut-être le match te trouve malade, tu vas faire tous les efforts pour être au stade. Pour guérir. Et tout petit, je dis, tout petit, j'ai fait de l'école primaire jusqu'au lycée.
je ne ratais pas de match du dimanche. Les Interpol, je les suivais à la lettre. Aujourd'hui, quand je regarde cela, je me dis, mais nos enfants auront quelle sensation du football camerounais? Aucune sensation. Parce que tout est mort, rien n'existe plus. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'il fallait par exemple attendre le match des Lions indomptables. Mais le jour où les Lions ont match, je n'allais pas à l'école parce que j'étais tellement connecté à cette histoire que je me sentais en plein dans le match. Mais aujourd'hui, c'est à peine si on voit des gens qui s'y intéressent. Mais je dis, il y a un réel problème. Et c'est dommage qu'on en parle tous les à l'équipe A prime. C'est comme ça. Pourtant, il y a une étape. Vous avez vu Mbappé. Pourquoi? Ils ont brûlé toutes les étapes requises. Mais ce n'est pas le cas ici au Cameroun aujourd'hui. Donc, au-delà de tout, je vous avais sûrement vu ma collègue dernièrement pour dire que le blanc ne doit pas venir nous dire des choses que nous savions déjà. Et que les gens ne mélangent pas les pédales aujourd'hui. Il faut dissocier la politique et d'autres secteurs d'activité. La politique, c'est un combat d'idées. Et la réalité, c'est qu'il faut travailler chacun dans son secteur pour relever ses secteurs. Et ne pas mélanger tout sur le secteur politique, que chacun reconnaisse sa place. Et qu'aujourd'hui, on s'asseye sur la table, tout le monde s'asseye et dise que non. Voilà celui qui a même de diriger tel secteur pour que ça marche bien. Et que les autres l'accompagnent. On n'est pas toujours cette thèse complotiste qui colle au noir aujourd'hui là. Ça veut dire que parce que ABC, il est bon, on fait semblant de céder la place. Par derrière, on a des couteaux, des lances pour bloquer, qui n'avancent pas. Dans tous les cas, sincèrement, je veux dire qu'il y a un nettoyage, un gros nettoyage à faire. Et je parle toujours d'humilité parce que la primeur des connaissances, c'est l'humilité. Savoir reconnaître que même un petit enfant peut nous apprendre quelque Exactement. chose. C'est là que nous allons avancer. Exactement. Correct. Merci, Paul Fils. On va certainement dire merci, on va s'en tenir à ça. Docteur, on va garder le fait que le 9 février prochain, ce sera le début du tout premier café scientifique qui aura, qu'est-ce qu'il y aura comme café à consommer de ce côté-là? Le café le plus consommable, c'est justement cette étude. Le thème alors du jour, quoi. Oui, le thème du jour, c'est la dynamique du marché de la santé au Cameroun sous l'effet de la peur. Donc, une analyse de la situation de crise sanitaire. Donc, il sera ici question de présenter en quelque sorte, comme je le disais, que c'est une manière de démontrer à ceux qui ont souvent dit les mathématiques ne servent à rien, de leur montrer à quoi peuvent servir les mathématiques dans la compréhension et la modélisation justement donc des propositions efficaces et palpables dans la société. Donc c'est ce travail que je vais présenter. On va certainement discuter sur cette modélisation et sur des propositions, parce qu'en quelque sorte je peux déjà l'annoncer ici que comme j'ai souvent des idées quelque peu très têtues, comme les gens le disent, moi je vois toujours les choses un peu plus différemment que les autres. Je dirais donc que je suis quelque peu déjà fatigué de voir comment nous fonctionnons dans une certaine routine concernant des analyses dans les systèmes de santé. Donc je voudrais apporter une touche spéciale en redéfinissant les objectifs du système de santé. Correctement. Donc le 9 février, c'est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Vous qui êtes dans les différentes universités et vous travaillez dans le système sanitaire, vous allez avoir beaucoup de maîtrise. On va dire alors merci à Paul Fils qui ce matin nous a fait honneur, un honneur partagé d'ailleurs. Oui, merci. Je dis la semaine prochaine pour encore être plus reluisant et plus frais. Et je dis en participation, bonne fête à la jeunesse, que j'invite à plus de citoyenneté parce qu'ils sont, je veux dire, désintéressés à toutes les choses. Aujourd'hui, là, on voit les jeunes qui sont découragés. Il faut le dire aujourd'hui qu'il faut oser. Il faut oser, pour ne pas citer Paul Biya, parce que moi je me dis, allez au-delà de vos limites
et vous allez trouver la solution à vos problèmes. C'est un message que je crée à l'endroit de cette jeunesse qui aujourd'hui se dit enlacée et découragée. Levez-vous, le démon vous appartient. Merci Paul Fils, merci à celui-là même qui a manipulé les boutons ce matin de sa vie de Justin Yanke. Merci à Olivier Ndokmo, merci à toute l'équipe de Canal 24. On va certainement dire merci au jeune docteur Albert Zé. Je pense que semaine 24 de ce matin a présenté beaucoup de belles choses à la fois pour vous comme pour nous. Donc vendredi prochain est une autre semaine. Elle aura aussi son actualité à elle. On aura certainement un autre invité. On va simplement se donner rendez-vous très prochainement.